Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast des Masters. Aujourd'hui, on est en présence de Hadji, étudiante en L3 et présidente de l'association. On est là aujourd'hui pour répondre à des questions que vous nous avez posées en story Instagram. Alors oui, bonjour. Et du coup, oui, j'ai des questions à vous poser. La première, c'est quels sont les critères pour choisir son master ? Alors, moi, personnellement, je dirais qu'il n'y a pas réellement de critères. C'est plus, on choisit en fonction de nos goûts. Qu'est-ce qui, pendant nos études, nous a plu ? Qu'est-ce qu'on a envie d'approfondir ? Après, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Notamment, comme on en a parlé dans le premier épisode, si on veut changer de zone géographique ou si on veut rester dans la même université ou quoi. Donc là, il faut vraiment prendre du recul un peu sur soi-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin, vous faites vraiment comme vous le sentez. Tant que ça vous plaît et que vous pensez vraiment continuer dans la bonne voie, allez-y. Ouais, il n'y a pas de réponse formelle. C'est vraiment tu vas là où tu as envie d'aller. Ouais. Ok. Du coup, la seconde question qu'on a reçue, c'est au niveau du dossier, est-ce qu'il faut mettre toutes les expériences professionnelles et le bénévolat, même si ça n'a aucun rapport avec la formation qu'on a suivie ? Alors oui, très bonne question, parce qu'on nous dit souvent que il faut que ça concorde un peu avec ce qu'on demande. Mais moi, je pense pas. Enfin, personnellement, du coup, j'ai eu plusieurs jobs étudiants et je les ai quand même précisés dans ma lettre de motivation. Je trouve que ça apporte quelque chose. Ça montre que on fait vraiment autre chose à côté de nos études, qu'on est investi dans ce qu'on fait, qu'on pratique des choses assez diversifiées. Ouais, les profs, ils veulent pas des rats de bibliothèque, ils veulent vraiment des gens qui font de tout. Que t'as une vie à côté, enfin si tu fais vraiment que des études, ils vont se dire ouais, il est juste là pour gratter le papier un peu. Mais du coup, comment vous le valorisez sur la lettre de motivation ? Juste vous indiquez que vous avez fait tel job ou vous dites les compétences que vous avez acquis dans ce job-là ? Alors sur le CV plutôt, ouais, s'il y a des tâches vraiment importantes qui montrent que on a pu acquérir certaines compétences, par exemple informatique ou des tâches administratives, ça c'est important vraiment de le souligner. Dans le CV, par exemple, tu mets le titre de ton activité et en dessous, sous forme de tiret même, tu peux marquer archivage de dossier, par exemple. Donc oui, tout à fait. Et du coup, autre question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une lettre de recommandation d'un professeur ? Et si oui, comment on fait pour en avoir une ? Alors, c'est pas nécessaire. En fait, ça dépend. Il y a des formations où c'est nécessaire, mais c'est précisé. Je pense dans, 95% des formations, il n'y a pas besoin de lettre de recommandation. Okay. Et si tu en veux une, tu contactes ton professeur ou tu vas directement le voir. Alors c'est mieux d'avoir un professeur avec qui tu as un petit peu d'affinité, que tu connais un peu, et qui est un peu en rapport avec ta formation. Et donc tu lui demandes, tout simplement. Et du coup, est-ce qu'il faut utiliser tous les vœux qu'on a ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut mettre les 15 vœux en tout ? Au risque que si on a un vœu d'accepter, on peut pas saisir le rectorat ? Ou est-ce qu'on prend le risque de ne pas mettre tous ses vœux et voilà. Alors c'est vrai qu'il y a cette histoire de pouvoir saisir le rectorat. Alors oui, le mieux c'est de toute façon, même si on n'a pas énormément d'idées ou énormément de souhaits, mettre quand même des vœux de secours ou vraiment utiliser la totalité de ces vœux possibles, c'est ça. Après... Moi, je les ai pas tous utilisés. J'ai eu la chance d'être prise. Mais après avoir parlé avec plusieurs étudiants, en effet, remplissez tous les vœux. C'est le truc le plus safe possible. Ouais. C'est un conseil. Après, c'est vrai qu'il y a ce truc avec le rectorat, mais bon, c'est quand même mieux de mettre tous ces vœux. Tu auras plus de chances d'avoir une formation derrière plutôt que de saisir le rectorat, je pense. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire si aucun master nous accepte ? Alors, si aucun master vous accepte, donc là, si vous avez épuisé tous vos vœux, donc comme on l'a dit, vous pouvez saisir le rectorat. Sinon, ça va être possible de faire des recours gracieux. Donc, recours gracieux, vous allez pouvoir contacter directement le directeur de master qui vous a refusé pour lui demander du coup pourquoi il vous a refusé ou vraiment tenter le tout pour savoir si vous avez quand même une petite place à gratter dans son master. Et il peut arriver, en tout cas nous c'est arrivé dans notre université, qu'un prof envoie de lui-même un mail en disant écoutez, moi il me reste quelques places, si des personnes n'ont été acceptées nulle part, j'en propose, donnez-moi une candidature, donc c'est comme si vous repassiez par mon master mais directement auprès du prof en question, et il va lui-même décider en direct si oui ou non il vous prend, et c'est un peu un moyen d'avoir un master alors qu'on a été refusé, c'est tenter le tout pour le tout. Et si on décide de faire un recours gracieux auprès d'un directeur de master, comment ça se passe lors de la rencontre ?
Alors, il n'y a pas nécessairement de rencontre. Ok. Il peut directement évaluer ton dossier par mail, et c'est souvent comme ça d'ailleurs. Il va soit t'accepter en disant bon bah tel et tel critère n'était pas rempli, mais je vois qu'il y a quand même moyen d'y arriver, donc je te prends. Donc soit il te prend directement, soit il te dit bon on va quand même faire un entretien pour évaluer toutes les possibilités, si vraiment j'ai envie de te prendre quoi. Ou alors il va tout simplement te dire bon bah tu remplis définitivement pas les critères. C'est un peu un deuxième oui-non par la plateforme, mais directement en contact avec le professeur. Maintenant, j'ai souvent entendu ça, mais est-ce que c'est sûr que notre université d'origine nous accepte lors de la candidature de master ? Alors non, non, elle n'est pas obligée. C'est vraiment, il y a des critères, donc forcément les directeurs de master se fient aux critères. Maintenant, donc comme on vient de le dire, à la fin des candidatures, si vraiment vous êtes accepté à aucun master, là, votre université d'origine, donc les directeurs de master peuvent vous recevoir, peuvent ouvrir des places parce qu'ils voient que vous étiez là toute la licence et que ils se disent que ça vaut le coup de vous reprendre dans cette université. Donc oui, mais c'est pas obligatoire. Et concernant le dossier, est-ce qu'il existe une moyenne de base pour accéder à un master ? Alors oui et non. Les directeurs de master peuvent imposer entre guillemets une moyenne minimale dans les critères. Ça peut être n'importe laquelle, je veux dire n'importe quoi, 11, 12. Maintenant, comme on l'a dit dans les épisodes précédents, les critères, c'est pas à prendre au premier degré. C'est-à-dire que si t'as pas 12, tu candidates quand même. Et c'est pas parce que t'as pas 12 que tu seras pas pris. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce petit truc où ils vont préférer un étudiant qui a 12 à 7. C'est un peu, entre guillemets, logique. Mais ça veut rien dire parce que un étudiant qui a débuté à 7 et qui finit à 12, ils vont préférer quelqu'un qui progresse que quelqu'un qui a toujours été bon. Les notes, ça veut tout et rien dire en fait. Et dernière question, est-ce qu'il faut avoir validé toutes les matières de la licence, sachant que du coup on doit mettre dans le dossier les relevés de notes des 3 années ? Ou est-ce que s'il y a des matières qu'on n'a pas validées et qui ne comptent pas vraiment dans le master où on va aller, c'est pas grave ? Alors déjà, chaque université impose une moyenne générale de 10 ou alors que toutes les matières soient validées. Donc déjà, il faut se fier à ça. Et ensuite, vous allez voir par rapport au master que vous allez demander, s'il demande des connaissances spécifiques ou un apprentissage de telle ou telle matière en particulier, là oui, ça va vous porter préjudice si forcément vous n'avez pas la moyenne. Mais encore une fois, c'est pas rédhibitoire, c'est pas un critère qu'il faut prendre au premier degré. Mais oui, c'est quand même important de s'y fier. Après, je pense qu'il y a deux côtés à prendre. Il y a ce côté critère et ce côté de, même s'ils te demandent cette note-là, ils s'attendent à ce que tu aies des bonnes notes, entre guillemets, dans d'autres matières. Il y a ce truc de polyvalence un peu de l'étudiant. Même si t'as pas tout validé, c'est pas grave. On voit que t'arrives là, là et là. Enfin, tu sais faire diverses choses, quoi. Et il y a ce truc aussi de, en dehors des notes, c'est pas grave si t'as redoublé. Donc du coup, même si t'as pas validé certaines matières, t'en as validé d'autres. Donc ça compense un peu. Faut se dire qu'on doit être des étudiants qui touchent un peu à tout, entre guillemets. Et c'est aussi le côté de c'est pas grave si t'es allé au rattrapage, c'est pas grave si t'as redoublé. On part un peu tous sur un pied d'égalité, entre guillemets. Enfin, pas vraiment, mais bon, c'est pas non plus un truc où il faut se dire je suis allé au rattrapage, j'ai redoublé, j'ai pas validé telle matière, c'est pas bien. Non, tout le monde a sa chance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour ce podcast sur les masters. Merci à Adji pour ses questions, j'espère qu'on vous aura aidé. D'ici là, si vous avez d'autres questions, on reste présent sur Instagram. Du coup, au revoir et prenez soin de vous.